Trace, une histoire des quartiers populaires au prisme de la mode, du sport et de la musique. Il faut que je sois stylée, je suis désolée, même si c'est un minimum, il faut que je sois stylée. Donc le premier concert qu'on a fait, c'était novembre 95, c'était au New Morning. On vit des choses que nos parents ne vivent pas. On côtoie des gens que nos parents ne côtoient pas. C'est parce que on est intégré, on est accepté. La Bounoul Connection débarque à Paris. On est des frisés. Mais non, et tout, je dis, il n'y a pas d'Aya Nakamura s'il n'y a pas Rachida. On avait fait Montréal, Québec, Washington. Moi, qui m'a marqué dans la boxe, c'est que tu dois dépasser tes limites. Aujourd'hui, si vous mettez des Converse, vous passez pour un bouffon. Vous mettez des Slim, vous passez pour un gay. Bruce Lee, c'était hyper fort dans les quartiers. Beaucoup de questions autour des quartiers populaires. Pour moi, elles sont centralisées sur le rêve, sur la possibilité de s'évader. Après, qui influence qui? Il y a quand même une norme. Et cette norme est construite contre, et pas avec les territoires de banlieue. Vous écoutez une production du Kigel Théâtre. Rubrique mode. Les couturières. À force de faire, tu apprends. À force de faire la couture. Tu vois ça va pas, tu arranges ça. Ça a commencé, les gens venaient. Peut-être j'ai fait à quelqu'un, je voulais l'aider, le marier, ou c'est comme ça. Je l'ai aidé. Et puis après, ils ont vu ce que c'est. Et après, c'est venu. Voilà. C'est venu et c'était... Tout le temps, il téléphonait, je veux ça. Pour le mariage, pour les mariés. Des robes de soirée. Ils pleuraient, ils venaient pleurer. Il y a des filles que je connais même maintenant. Ils sont contents de me voir à Sevran. Ils achètent les tissus, les ramènent. Et moi, je lui montre les modèles. Des catalogues de couture, et puis... Ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils étaient contents. Voilà. Pour gagner un peu d'argent. Parce que on voulait partir en vacances, on voulait que les enfants bien habillés, aller à l'école et tout ça, c'est ça aussi. Et bien je faisais des robes. Tous les filles là qui habitaient à Sevran, ils disent, elle m'a fait la couture, c'était très beau, voilà. Et elle ramène sa copine, l'autre elle ramène sa copine. Et voilà, ça a passé comme ça. La couture, faut être tranquille pour pour donner des modèles et tout ça. Mais ce qu'il y a, je dors pas beaucoup quand on a la couture. Le lendemain, il vient essayer pour l'essayage. Je les faufile la nuit. Je me lève de bonne heure, je faufile. Et quand il vient, je les essaye. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je pince et tout ça. Et j'arrange. Et puis après, ils sont contents. Voilà. Il n'y avait pas des robes. Maintenant, ils vendent les robes de mariée tout près. Tu vas au magasin, tu choisis, tu achètes. Avant, il n'y en avait pas, alors il faut les faire. Voilà. Ah oui. Si vous trouvez une fille de Sevran que j'ai fait les robes, il y en a une à côté, là. La fille, là. Moi, elle m'a fait mes robes et j'ai été au bled, à Tizi Ouzou, là. Ils se sont étonnés de la couture qu'elle m'a fait. Comment elle s'appelle, la dame? Malika, la couturière. Malika Riata. Moi, j'adorais la mode, j'adorais m'habiller. Ça vient peut-être du fait que, socialement, on avait des difficultés, on voulait se valoriser, on voulait peut-être aussi attirer un peu plus le regard des autres, etc., etc.
De là, donc, j'ai créé... au début, c'était juste pour faire de la couture, pour s'amuser un petit peu. C'était des vêtements qu'on pouvait porter tous les jours. C'est-à-dire, on voyait dans les magazines, à la télé, des gens habillés de telle manière. Donc, on s'inspirait de ça. Au début, il y avait deux couturières. Et moi, je m'occupais de tout ce qui est plutôt organisation. On ne savait pas que ça allait fonctionner aussi bien. Ça a commencé vers les années 82-83, je crois. Hein, le temps qu'on crée une dizaine, une vingtaine de modèles. Donc en un an, c'est monté à 83, 84. Ensuite, on s'est dit, merde, donc ils sont stockés là, ça va servir à quoi? On faisait des soirées déjà. Donc on s'est dit, pourquoi pas animer cette soirée par un défilé de mode. Donc on en a fait un petit, deux petits, et vient l'année 1987. On a demandé la salle des fêtes pour faire une soirée avec un défilé de mode. 7 novembre 87. Ah, une date fantastique. Il y avait 700 personnes, et il y avait la queue encore dehors. Et en plus, les filles qui défilaient, c'était les trois quarts des filles du quartier. Et donc, les parents étaient là, les cousins, les cousines, les grands-parents, les gens venaient de je sais pas d'où pour venir voir. On a commencé, et le problème, c'est que, alors donc, l'Union des jeunes créateurs, on avait aussi accepté un créateur qui venait d'Ivry-Gracan. Et on n'a pas eu le temps très bien de se coordonner, de savoir qu'est-ce qu'il présentait, etc. Il m'avait dit que c'était des dessous. Mais j'ai dit attention, parce que nous, les parents, etc., tout le monde, c'est ce qu'il me dit, non, t'inquiète pas, c'est des ceci, c'est cela. Et qu'est-ce qu'on va débouler? Des filles en petites culottes, etc. Alors donc, je pense que c'était trop tard. Les parents, mais c'est là que tu pas. Voilà quoi. Et donc, à partir de là, ça fait boule de neige. 87, donc ensuite, pour progresser, pour faire de meilleurs spectacles, on a commencé à recruter des filles extérieures aussi. Ah, c'était pas facile parce que les filles d'intérieur déjà... Donc les filles venaient d'ailleurs, d'autres villes nous appelaient pour faire des représentations. Et là, ça a explosé complètement. On a eu Miss Martinique, Miss Picardie, Mister France. Quand on tournait, il y avait des centaines de personnes qui nous regardaient. Ils nous prenaient pour des stars, des vedettes. En fait, on avait décidé avec du coup des amis. On s'est réunis, on se disait ok, comment on peut se faire des thunes de façon assez rapide et en même temps accessible. Donc on a réfléchi, on avait une copine qui avait une mère couturière qui lui faisait parfois des vêtements. Et en fait, on se disait, mais attends, c'est assez simple à faire, on a l'impression que c'était rapide. Acheter du tissu, elle achetait du tissu au marché des 3000. Pas cher, pareil, c'était le coupon de 1 mètre à 1 euro, ou 2 euros, à l'époque en tout cas. Et après ça, donc on a commencé à réfléchir, on se disait, ok, il commençait à y avoir une mode de customisation de t-shirts. Et donc on se disait, ok, on va reprendre un peu cette idée-là, de customisation de t-shirts avec la poche. Tu vois, la poche, je crois qu'elle se faisait souvent en wax. Et ensuite, nous, on se disait qu'on allait faire une poche en forme de cône pour se démarquer avec différents tissus, mais toutes sortes de tissus. Bah, ça a pas mal marché, mais dans notre secteur. En fait, on était basé sur Aulnay, donc on avait cette facilité du contact. On allait voir tout le monde, on leur proposait, parfois on donnait. Et de bouche à oreille, en fait, tout le monde a voulu nous acheter ce t-shirt, tu vois, le t-shirt à cône. Et ça a pas mal marché, sauf que
On était un peu à l'arrache. En termes de communication, c'était un peu bancal. La communication et le marketing, c'est le pôle le plus important quand tu crées une marque. Tu vois, si on avait eu, on va dire, le bagage nécessaire pour penser à tout ce qui est stratégie de communication, marketing, peut-être que voilà, on aurait été méga loin aujourd'hui. Pour moi, il y a 3 points. Il y a déjà un point qui est plus chronologique, c'est-à-dire que année 2000, t'as beaucoup plus de jeunes des quartiers qui créent des marques et pour qui ça fonctionne. Donc c'est peut-être, on va dire, les circonstances de l'époque qui faisaient que ça marchait mieux. Il y avait moins déjà de fast fashion à l'époque. Et donc il y avait pas mal de succès d'estime qui se convertissaient en succès commerciaux. J'avais cité Madame Koné ou Mohamed Dia de Dia Collection. Après, tu as aussi en fait, l'arrivée des grandes marques de luxe sur les créneaux streetwear qui a eu pour effet d'éteindre en fait toutes les initiatives du bas. Et tu as un troisième facteur qui est pour moi assez criant, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un métier. Le fait de lancer une marque, c'est un métier, c'est des choses qui s'apprennent. Et on n'est pas sans savoir qu'il y a une grosse inégalité d'accès à l'information et à un certain savoir-faire, à un certain réseau, à un certain capital qui sont indispensables pour lancer un business qui fonctionne. Tu as bien sûr des exceptions, hein, comme Youssouf Fofana de Maison Château Rouge, qui est un gars de Villepinte, pas loin de Sevran, et qui a lancé une marque de streetwear qui fait grand succès. T'as d'autres exemples, hein, mais c'est vrai que ça se fait moins, on va dire, si je veux vraiment recontextualiser les choses factuelles. Trace, une idée originale de Karim Yazi. Conception, Marc Amiot, Emmanuel Joubert et Karim Yazi. Mixage et musique originale d'Emmanuel Joubert, avec la participation de chercheurs, d'historiens, artistes, sportifs, professionnels du champ social et culturel et habitants des quartiers populaires de Sevran, Aulnay-sous-Bois, Marseille, Toulouse, Valence et Vitry-sur-Seine. Une réalisation originale du Tigel Théâtre, en co-réalisation avec le service culturel de la ville de Sevran et de la Microfolie de Sevran.